À l'ombre de la situation sécuritaire difficile que vit le Burkina Faso, ça bouge dans les états-majors des partis politiques entre rassemblements pour les municipales de mai 2022 et fusion pour les combats futurs. Acte 1, la fusion opérée par un certain nombre de partis progressistes et d'organisations de la société civile ayant donné lieu le 1er novembre dernier à la naissance de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste UNIR MPS. Acte 2, 10 partis ont conclu ce 4 novembre une convention portée par le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, PDIS-LAFIA, en vue des prochaines élections municipales. Deux actes politiques forts qui indiquent sans doute que le succès est dans l'union et dans l'unité. Il faut cependant attendre les résultats de ces regroupements pour en juger. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré à la situation politique et sécuritaire nationale sous le prisme de cette actualité politique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Camille Firmin-Kombari. Il est président du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, PDIS-LAFIA. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci bien. Je reçois également Bourahima Tiombiano, secrétaire général de l'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste, mouvement patriotique sankariste. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci bien, Serge. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 145e numéro de votre émission Périscope. C'est le cas de le dire, la situation sécuritaire du Burkina est des plus préoccupantes. Loin de se résorber, les attaques terroristes se poursuivent, faisant de nombreux morts, blessés et déplacés. Le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR a recensé 1 407 685 personnes déplacées internes dans 275 communes d'accueil sur les 351 communes du Burkina, à la date du 30 septembre 2021, contre 1 423 378 individus le 31 août dernier. Si l'on note à l'appui de ces chiffres une légère baisse d'environ 1,10% du nombre de personnes déplacées internes d'août à septembre 2021, le Burkina déplore aussi 478 militaires tués depuis 2015 dans les opérations de défense de l'intégrité du territoire national. Et je ne vous parle même pas des populations civiles. Quel regard donc portez-vous sur la situation globale de ce pays? On commence par le président du PDIS, M. Kombari. C'est vrai, merci de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur la question sécuritaire. Je dirais qu'en tant que président du parti, en tant que coordonnateur d'un regroupement de 10 partis et en tant que citoyen, la question de ma sécurité me préoccupe. La question de la sécurité nationale me préoccupe à plus d'un titre. De ce point de vue, quand on regarde un peu tout ce qui se passe au niveau du territoire national, il y a de quoi s'inquiéter. Et à plus d'un titre, nous sommes préoccupés, l'ensemble des Burkinabés sont préoccupés de cette question sécuritaire-là qui finit d'empoisonner pratiquement toutes les passerelles de notre société, au point d'en compromettre l'existence même de l'État-nation. Aujourd'hui, dans toutes les contrées, c'est-à-dire des 4 coins du Burkina, il y a des attaques de partout, au point qu'on se demande à quel sens se vouer et quel serait alors le remède secret pour pouvoir sortir de ce cycle infernal. Aujourd'hui, bien entendu qu'il faut rejouer, rebattre les cartes, je dirais peut-être à 2 à 3 niveaux. Au niveau donc des gouvernants, donc vous savez qu'il y a des pouvoirs exceptionnels qui sont conférés au chef de l'État. En tant que chef suprême des armées, il peut trouver des mesures restrictives de liberté. On a vu un peu le cas par exemple en Éthiopie en ce moment, où ils ont décrété l'état d'urgence pour pouvoir donc fouiller tous les recoins du pays.
Moi, je crois que le Burkina n'est pas loin de ce contexte dans la mesure où aujourd'hui, je vous assure que c'est devenu un problème. Même dans Ouagadougou, pas plus tard que avant-hier, un ami qui est venu des États-Unis pour voir la famille s'est fait agresser devant sa porte. Et ces faits-là sont signalés tous les jours que Dieu fait. Ça, c'est pour dépeindre un peu voilà, l'insécurité même ambiante, même dans Ouagadougou, où on pense qu'on est en sécurité, pour rebondir maintenant sur les différents fronts de bataille. Vous savez bien que tout le pays, pratiquement, est un maillage d'insécurité. Et vous prenez la région de l'Est d'où je suis issu, mais c'est la croix et la bannière, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous prenez le Sahel, c'est insupportable. Le Centre-Nord, c'est insupportable. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, rapidement? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Nous pensons tout simplement que ce n'est plus l'apanage du seul gouvernement du Burkina Faso, ni l'apanage des forces de défense et de sécurité. Tout le monde doit s'impliquer, parce que l'heure est grave. En réalité, dans ma posture de président de parti, de membre de la PMP, je ne vais pas utiliser la langue de bois. Puisque la PMP, c'est l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Exactement. Donc, en principe, comme je le disais, on ne doit plus utiliser la langue de bois. On doit, sous peine même d'être taxé, même on se demanderait, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de raconter? Quoique nous ne soyons pas spécialistes en défense et en système de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation est telle que tous les Burkinabés doivent se mettre ensemble pour lutter contre cette insécurité-là. Alors, tous les Burkinabés doivent se mettre ensemble pour lutter contre cette insécurité, mais ça, c'est quelque chose qui revient chaque jour de la bouche de plusieurs personnes. Alors, quel regard vous portez, Monsieur Tiombiano, quel regard vous portez sur cette situation du pays? Merci bien, Serge, pour l'occasion que vous donnez à l'Union MPS de s'exprimer sur la situation nationale. Donc, je voudrais tout d'abord, au nom de l'Union MPS, m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus et aussi traduire notre solidarité à ces déplacés internes. Bon, il faut dire que la situation, effectivement, comme l'a dit le président de PEDIS, Lafia, c'est une situation préoccupante. Quand nous écoutons les chiffres qui sont donnés, c'est vraiment effrayant, c'est vrai. Mais il faut quand même d'abord saluer l'effort des forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a un travail quand même qui est fait. Il y a des hommes, des femmes qui se refusent le sommeil pour que nous ne puissions dormir. Quand bien même dans certaines contrées de notre pays, la situation est encore plus alarmante que les centres-villes comme Ouagadougou où nous habitons. Et aussi, il faut quand même aussi saluer les efforts du chef d'État et du gouvernement, parce qu'il vous souviendra qu'au lendemain de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, le Burkina n'avait pas une armée en réalité. Voilà, c'était une armée désarticulée. Il y a déjà 7 ans. Oui, je ne nie pas, mais l'organisation d'une armée ne se fait pas aussi en 2 jours. Donc, il y a eu ce travail d'organisation, de restructuration d'abord, et cette armée devait faire maintenant face à une guerre asymétrique, où aucune armée au monde n'a été vraiment formée typiquement sur ce modèle, ce type de guerre. Donc, il faut dire qu'il fallait certainement tâtonner pour trouver les voies et moyens. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, nous devons maintenant arrêter le tâtonnement parce qu'il y a longtemps quand même que des efforts ont été faits. Pendant longtemps, au début plutôt des attaques, on entendait très souvent les hommes de tenue dire « nous n'avons pas les armes ». Bon, aujourd'hui, nous n'entendons plus cela. Ça veut dire qu'il y a eu quand même de l'équipement. Même si ce n'est pas encore suffisant, même si ce n'est pas encore à la hauteur de la lutte, il y a eu un effort qui a été fait et ça aussi, il faut saluer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution pour moi à 2 niveaux. Il y a au niveau des gouvernants, où il faut davantage mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut au sein de l'armée. Il faut vraiment réorganiser cette armée, l'équiper réellement
pour faire face à la situation. Mais il y a une... Cette étape n'est-elle pas déjà passée? Puisque depuis, on a parlé écoutez, du financement, de la réorganisation, de l'équipement et tout. Est-ce que cette étape n'est pas passée aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir des résultats, être dans l'action plutôt que dans la réaction? Oui, bien sûr, je suis d'accord que nous devons être en train de traquer les terroristes au lieu de courir après eux et pour des opérations de ratissage. Voilà pourquoi je répète que si ces opérations de ratissage ou bien ces opérations offensives sont lentes, peut-être parce qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et si cette chose manque, il faut l'apporter à l'armée. Mais ce que je voulais dire, l'une des clés que le pouvoir en place doit pouvoir trouver, c'est la clé de la mobilisation populaire. Et donc, il faut mobiliser la masse. Pour vous, le pouvoir n'a pas encore trouvé cette clé? Non, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que nous tenons encore cette clé de la mobilisation. Vous voyez, après l'insurrection, quand nous avons fait face au coup d'État, il y a eu une réaction pour faire face au RSP et carrément faire échec au coup d'État. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire ce qu'on appelle cette union sacrée entre politique, entre société civile, pour susciter ce réveil patriotique pour pouvoir contrer les terroristes. Je pense que cette clé encore manque un peu. Alors, cette clé manque encore, selon vous, Monsieur Kombari? Bien sûr, c'est ce que je disais dès l'entame de mon propos. Il faudrait qu'on voit avec objectivité le problème qui assaille les Burkinabés, le problème sécuritaire. Aujourd'hui, nous devions dire que ça devient le problème de tous les Burkinabés. C'est l'existence même du pays qui est menacée. Donc, de ce fait, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, ou en tout cas notre président, devrait pouvoir prendre des décisions fortes, de façon solennelle, annoncer des mesures très fortes, parce qu'il ne s'agit pas de faire seulement des restrictions de liberté. Des mesures fortes ont été annoncées. Non, il est monté au créneau à plusieurs reprises. Par exemple, nous ici, on va qu'à nos occupations 24 heures sur 24. Mais vous allez par exemple dans la région de l'Est ou au Sahel là-bas, à partir de 22 heures déjà, et les gens sont en couvre-feu. Cet état j'allais dire, certes, cette situation-là devait pouvoir être généralisée sur tout le territoire national, dans la mesure où, même en ce moment où je vous parle, il y a des messages qui circulent sur des réseaux sociaux qui font état donc des infiltrés dans Ouagadougou. Nous le savons. La montée donc de l'insécurité dans cette ville paisible de Ouagadougou là, mais ce n'est pas fortuit. C'est parce que tout simplement les postes avancés ou les frontières sont poreuses. Oui, mais vous êtes de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Est-ce que vous dites tout ça à vos alliés, à vos alliés de l'APMP, et est-ce que cela remonte au président pour des actions, des décisions à prendre? Vous savez, l'APMP, qui devrait être en principe un cadre où on devait en tout cas proposer des actions concrètes, ne l'est pas forcément. Donc ça fait que des tribunes, même pour s'exprimer en la matière, font parfois défaut. Donc une tribune comme celle-là, elle a bienvenue pour nous, formations politiques, pouvoir dire aussi ce que nous pensions. Alors, parce que ça devait être une émulsion quand même des idées pour pouvoir gérer le pays. Pour émettre des idées, est-ce que vous arrivez à faire passer vos vues au sein de l'Alliance, au sein de l'APMP, justement? Non, eux, ils sont déjà au gouvernement et c'est différent. Oui, mais laissez-le s'exprimer là-dessus. Non, ben, je pense qu'être au gouvernement ne veut pas dire qu'on a une tribune spéciale pour nous faire entendre. Mais je crois aussi qu'en tant que membre de l'APMP, nous devons être une force de proposition. Ouais, je dois préciser que vous êtes représentant de votre parti au sein de cette instance, l'APMP. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau de cette instance pour faire remonter les inquiétudes, les préoccupations des populations? Non, il faut dire qu'au niveau de notre parti, nous, au-delà même de l'APMP, quand il n'y a pas de cadre de concertation sur des situations préoccupantes, nous nous saisissons de la question et nous partons vers nos partenaires
le parti au pouvoir, le MPP, pour leur dire ce que nous pensons de la situation. Nous n'attendons pas forcément qu'on nous crée le cadre à la PMP, mais nous partons avec nos propositions. On est souvent suivi, on n'est souvent pas suivi, on est souvent à moitié suivi. Voilà, sans trahir une discussion. Je pense qu'au premier moment, quand on a parlé de l'insécurité était vraiment très, très accrue, nous on avait proposé que l'état d'urgence soit sur toute l'étendue du territoire. Mais ils sont allés, mais ils ont préféré stratégiquement prendre quelques provinces. Bon, ça, c'est avec les militaires et autres, ça veut désigner la stratégie. Mais nous, notre vision était qu'il y a l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. C'est pour dire que nous n'attendons pas, nous partons, nous faisons nos propositions. Il y a eu Covid, nous on allait faire nos propositions. Voilà, et je pense que c'est aussi ça la dynamique. On fait des propositions pourvu que... C'est le moment opportun, en tout cas, de faire cet état d'urgence national. C'est vraiment le moment. On espère que les uns et les autres écoutent et qu'ils sauront porter attention à ce qui se dit et voir la faisabilité de ces propositions. La situation est critique, on l'a dit, pour l'ensemble du pays, mais très aiguë au nord, au Sahel et notamment à l'est, où les populations ont décidé une ville morte le 10 novembre prochain sur un certain nombre de récriminations. Vous êtes tous les deux des responsables politiques dont les formations appartiennent à la majorité présidentielle et fils de la région de l'Est. Comment réagissez-vous à la situation que vivent les populations de cette région? Oui, M. Kambali. Mais cette situation, elle est vraiment calamiteuse. C'est terrible. C'est invivable à la limite. Il n'y a pas longtemps, au niveau de la Tapua, les écoles étaient complètement fermées sur l'initiative donc de leur syndicat, la centrale syndicale donc des enseignants. Et je crois que c'est le 2 qu'il y a eu d'abord dans un premier temps une ouverture de 2 à 3 classes 2 novembre à côté. Et puis bon, ça va peut-être suivre crescendo avec la sécurité qui va peut-être revenir. Autrement dit, mais les populations de la région de l'Est ne savent plus à quel sens se vouer, dans la mesure où c'est carrément un effondrement total du tissu social. Économique, il y avait pratiquement la zone de l'Est étant une zone, j'allais dire, très dense, puisqu'il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de zones concessionnaires, il y a au moins une douzaine. Toutes ces concessions se sont effondrées. Ensuite, il y a, j'allais dire, des sites aurifères également qui connaissent le même sort. Les populations n'en sont pas en reste. C'est franchement, c'est terrible là-bas. Est-ce que vous pensez donc, M. Tchombiano, que ce mot d'ordre de ville morte est justifié? Bon, le problème n'est pas est-ce que le mot d'ordre est justifié ou pas. C'est une façon, je pense, pour les populations de se faire entendre. La population a trouvé que peut-être c'était le créneau par lequel il faut encore interpeller les autorités et dire que la situation est très très préoccupante à l'Est. Parce que les populations vivent dans la psychose et qu'on appelle l'économie est carrément à terre à l'Est, il faut le dire. Et enfin, il faut aussi reconnaître qu'une partie de l'Est est sous occupation. Ça, il faut l'admettre. Donc, il y a un travail vraiment qu'il faut faire. Et les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, ce sont des cris, en réalité, de détresse. Cette ville morte est un cri de détresse. Alors, un cri de détresse, ce n'est pas le premier. Il y a eu cette mobilisation massive de populations de l'Est à travers le mouvement Ougoulmoufi il n'y a pas très longtemps, mais apparemment, les choses n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui va faire bouger les choses, enfin, maintenant? Vous savez, je vais revenir sur ma clé, la mobilisation dont je parlais. Et à écouter le chef d'état-major des armées, le général Semporé, à l'anniversaire des forces armées nationales. Au 61e anniversaire, oui, le 1er novembre dernier. Il a reconnu que la solution n'est pas purement militaire. Mais cette solution réside aussi au sein des populations. C'est ça que je veux dire. Il faut que... Mais la population en elle-même ne peut pas faire face aux terroristes si cette population n'est pas organisée, structurée et accompagnée par une force publique, par la force de l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on est conscient qu'il n'y a pas une armée d'élite spéciale qui va venir libérer tout le monde, mais nous avons aussi besoin
qu'en plus de cette armée qui se bat, qu'il y ait une opération vraiment d'organisation, de mobilisation, qui va susciter vraiment ce sursaut patriotique. C'est ça, je dis, c'est cette clé que nous avons besoin. Est-ce que vous tenez ce discours-là au sein de la majorité présidentielle et est-ce que vous êtes suivi là-dessus? Vous savez, nous sommes sankaristes, nous n'avons pas de langue de bois. Et les choses, nous les disons comme nous les pensons à nos partenaires, mais effectivement, nous ne sommes pas aussi de l'opposition pour sortir chanter à la télé ou à la radio pour dire on n'est pas content, non. Mais à l'intérieur, nous nous faisons entendre, nous disons ce que nous pensons. Voilà, on dit que la vérité est révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire, elle rougit les yeux, mais en tout cas, elle ne crève pas la vérité. Est-ce que vous pensez que la solution doit également revenir à la population, mais qu'il faudrait encadrer cette population et l'amener effectivement à prendre son destin en main? Vous savez, la population burkinabé est majoritairement jeune. Il n'y a pas longtemps, nous étions à 7 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions. Donc, d'ailleurs, l'histoire de ce pays-là montre que la jeunesse a toujours joué un rôle déterminant. Depuis par exemple le soulèvement populaire de 1966, la jeunesse a beaucoup œuvré avec naturellement la corporation donc, des syndicats pour le soulèvement populaire de 66. Après cela, au CSP2 en 83, la jeunesse a également œuvré pour l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Ensuite, et la jeunesse a également œuvré en 2014. En 2014, exactement. Oui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la solution viendra de la jeunesse consciente et éveillée. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus de plus en plus des voix s'élèvent. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'importe quel kidam se fait passer pour un expert et donne des voies à suivre. C'est pour cela que nous disons tout simplement, pour couper court à toute... c'est très simple. Il s'agit par exemple d'emboîter le pas de la proposition par exemple de l'UNIR-PS qui disait qu'il fallait faire carrément un état d'urgence national. Actuellement, l'heure est grave. Oui. Ce n'est pas une façon d'apeurer les gens, mais c'est franchement... Moi, partout où je vais, que ce soit à l'église, même à l'église, que ce soit dans les mosquées, que ce soit en alimentation, au marché, partout, j'ai de la peur quand quelqu'un me suit même par derrière. Très sincèrement. Puisqu'on ne sait pas qui vous suit, on ne sait pas dans quel contexte. C'est le lieu même en même temps d'inviter les Burkinabés à faire très 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 attention avec les compagnons, les gens qui vous visitent, parce qu'ils viennent en tant qu'amis et puis bon, ça devient autre chose. Ils viennent en tant qu'amis et puis c'est autre chose. Chacun doit pouvoir exercer ce travail de sécurité vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis des personnes qui l'entourent. Oui, rapidement, M. Tchombiano. Oui, je voulais dire qu'il y a quelque chose quand même aussi à noter. Hein. Cette guerre est aussi une guerre communicationnelle. Oui. Les terroristes aussi l'ont compris et ils essaient de communiquer en envoyant vraiment la peur, la panique au sein des populations. Donc, il faudra également qu'à ce niveau, avec les médias, les réseaux sociaux, nous puissions davantage être sensibilisés pour ne pas contribuer également à apeurer davantage les populations. Et souvent, vous voyez des gens qui se déplacent même subitement. Après, on se rend compte que c'est une fausse rumeur. Donc, c'est des situations, c'est une guerre de communication que nous devons aussi veiller dessus et gagner cette guerre de communication. Voilà. La guerre de la communication, il faut la gagner, il faut la mener, il faut la gagner, il faut travailler à intégrer cette guerre de communication dans la guerre qui nous est imposée. Au-delà de la région de l'Est, les attaques terroristes touchent plusieurs parties du pays. On fait, comme on le sait, des centaines de victimes civiles depuis 2015. On se rappelle encore la tuerie intervenue en juin 2021 à Solhan et qui a fait 132 personnes tuées, 40 blessées et 7644 personnes déplacées internes, d'autres environ 5415 enfants selon les chiffres officiels du gouvernement. Avez-vous le sentiment justement que toutes les conséquences de cette situation ont été tirées? Oui, monsieur. Toutes les conséquences n'ont pas été tirées, d'autant plus que la justice n'a pas encore vidé ce contentieux-là.
ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on peut dire que les conséquences ont été tirées. Puisque après Solane, il y a eu encore des tueries. Il y a eu des tueries, en effet. Beaucoup de tueries. Et donc on a le sentiment qu'on n'a pas tiré les leçons de ce drame qui nous touche énormément. Un peu comme ça, on a comme impression carrément que nous sommes dans l'indifférence et qu'on n'est même plus à mesure de supporter, en tout cas, cette guerre qui nous est imposée là. C'est votre avis aussi? C'est pour cela qu'il faut que nous innovons, que nous réveillons, parce qu'en réalité, l'heure est grave. Dans les pays comme l'Afghanistan, ça a commencé comme ça. Et là, je suis allé loin. En Afghanistan, vous savez qu'actuellement, c'est la banqueroute partout. C'est l'inflation. Je suivais dans les médias que des gens vendaient leurs biens pour pouvoir sortir du pays. Mais quand on en arrive là, vous voyez comment c'est extrêmement grave. Avec le retour des talibans. C'est très, très, très grave. Oui. Et à côté, au Mali, à côté, vous voyez ce qui se passe? Donc, au fait, il faut qu'on se réveille. Quand je dis se réveiller, ça ne veut pas dire qu'on ne prenait pas la mesure de la chose. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Et qu'il faut que nous abandonnons tout, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on est on passe tout le temps à parler des mesures, mais concrètement, l'insécurité avance. Il est temps que nous sortons de notre bois et que nous disons maintenant, c'est une affaire de tout le monde. Une affaire de tout le monde, c'est d'abord la communication, c'est la cohésion, c'est l'unité pour pouvoir donc vaincre ce terrorisme-là. Il faut que que nous puissions être solidaires de ces zones-là, parce que de toute façon, chez nous aussi, ça vient. Ça vient parce que tout simplement, quand la case du voisin brûle, c'est que toi aussi tu es en danger. Il ne faut pas laisser la case du voisin brûler, sinon vous-même vous êtes en danger. En tout cas, Solane, c'était dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. C'était l'attaque la plus meurtrière que subit le Burkina depuis le début de ce cycle infernal en 2015 et la première attaque d'envergure enregistrée par le pays sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. C'était le 15 janvier 2016. Quelques jours après ce drame de Solane, le 21 juin, une équipe de la police nationale en mission de relève sur Yirgou tombe dans une embuscade sur l'axe Barça-Logo-Foubé. Une embuscade meurtrière qui fait 12 policiers tués. Ensuite, 2 des soldats partis en mission de ratissage de la zone dans le centre-nord du pays meurent dans l'explosion d'un engin improvisé au passage de leur véhicule. Et les jours se suivent, les jours se ressemblent, aussi funestes les uns que les autres. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, en tant que parti de la majorité, pour apporter soulagement et réconfort aux populations, pour apporter au sein de la majorité? C'est vrai qu'on en a parlé un peu, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour apporter la réponse adéquate à ce problème qui est devenu donc un problème national? Oui, M. Thiombiano. Merci. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, nous pensons que la façon dont nous nous organisons, même au sein de nos partis, il faut d'abord le dire, à notre niveau, ce n'est pas une organisation électoraliste. Ça, il faut le dire, ce n'est pas une organisation électoraliste. Mais nous pensons que quand nous peinons à trouver des solutions, quand nous peinons à trouver des remèdes, il faut qu'on arrive à s'unir, à être des groupes forts, capables de proposer une alternative. Et donc, c'est dans ce sens que nous sommes allés en fusion. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous pensons qu'à partir de ce nouveau parti encore plus fort, nous pouvons être une force de proposition à l'endroit des gouvernants, mais aussi à l'endroit des populations. Les populations ont besoin. On va venir à la fusion tout à l'heure, mais avant cette fusion, le parti existait. Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'endroit des populations? Parce qu'elles sont désemparées. Vous-même, vous dites que les populations, surtout à l'Est, au Nord, au Sahel, ne savent plus à quel sein se vouer. Qu'est-ce que vous faites? Quelle tonalité vous apportez en tant que parti politique pour montrer que vous faites corps avec les problèmes des populations? Vous savez que avant la fusion, l'UNIPS était un parti de masse. Et nous sommes représentés dans les 45 provinces du pays. Il n'y a pas eu une seule situation dans le pays où, à la base, nos militants, nos responsables n'ont pas été associés. Pour apporter le confort aux populations, souvent sans bruit, mais organiser les populations
pour parer au plus urgent en attendant l'arrivée du gouvernement ou de l'aide. Mais avec la base, il y a une organisation qui est toujours faite pour pouvoir parer au plus urgent. Donc, mais cela, ça se fait sans bruit. Il y a de l'assistance. Quand vous dites que cela se fait sans bruit, c'est sur les paroles ou c'est sur des actes? Non, c'est pas sur les paroles. C'est pas sur les paroles. Voilà, quand des populations aujourd'hui quittent, qu'on appelle ça, les villages de la Compiègne se retrouvent à Pama, à l'instant T, ils ne savent pas où dormir, il n'y a pas de couverture. Nous avons eu des militants qui ont travaillé à pouvoir trouver des couchettes pour ces personnes, des lieux où dormir, et lancer un appel au sein du parti pour avoir une contribution et donner de la nourriture. Ça, on le fait sans bruit, mais nous sommes avec les masses. Alors, le P10 est né en 2020, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, vous avez un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation, en termes Mais le P10, la FIA a déjà des actifs à ce niveau-là. Je crois que vous êtes des médias. De toute façon, vous allez sur notre site web, vous allez voir que nous avons... c'est pas tout le monde qui a Internet. Hein. Oui, vous parlez pour le téléspectateur, vous ne parlez pas pour moi. D'accord, mais... Allez sur notre site. Vous verrez que nous avions organisé donc des opérations de dons de vivres aux déplacés et dans la zone de l'Est et puis dans le Kénédougou. Vous allez voir également que nous avons réalisé des forages. Nous avons fait en tout cas beaucoup d'activités, en tout cas de donations. Nous avons hébergé même des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à assister des gens. Mais vous voyez, la situation sécuritaire du pays est telle que ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. C'est-à-dire que c'est tout le pays qui doit se mettre debout pour pouvoir juguler ce phénomène-là. On a besoin du plus petit que soit dans cette affaire-là. Oui, donc, c'est tout le pays qui doit se mettre... mettre... Comme un seul homme, nous devrions nous mettre ensemble pour pouvoir vaincre ce terrorisme-là. Et pour cela, il faut que franchement nous annonçons des mesures fortes. Il faut annoncer des mesures fortes. Ouais. Il faut annoncer des mesures fortes au niveau étatique. Il faut également que les partis politiques apportent leurs mesures fortes au niveau de leur formation respective. Apparemment, vous vivez mal votre partenariat avec le principal parti de la majorité, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Vous avez dénoncé, vous avez dénoncé en septembre dernier une absence totale d'inclusion de votre parti au niveau de l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Vous avez même fustigé le fait qu'il n'y ait pas, je cite, ou qu'il n'y ait, je cite, aucune reconnaissance après les élections, pas de remerciements, aucun poste octroyé, aucun égard dans la conduite des actions de la vie nationale. Fin de citation. Alors, je ne vous demande pas comment ça se passe au sein de l'APMP, entre vous et l'APMP, mais quelle réponse a été donnée à vos récriminations? Ces incompréhensions, si j'ose les appeler ainsi, sont aujourd'hui histoire ancienne. Nous avions pris acte, en tout cas après ces sorties-là, jusque-là, on n'a eu aucune approche de la part donc, du partenaire, le MPP, encore moins l'APMP. Bon, l'APMP ne peut pas nous apporter alors ce soutien-là puisqu'on est tous dans le même bloc, le même bateau. Dans le même bateau. Et il faut qu'on se parle parfois de façon élégante, parce que lorsqu'on vous acceptez des partis qui prennent cause et effet derrière vous pour une cause nationale, les règles du jeu veulent que quand il y a, j'allais dire, un succès, il faut que du sommet jusqu'à la plus petite échelle, que tout le monde se sente concerné. Mais certains vont me dire, oui, ce n'est pas, il n'y a pas de postes extensibles à soi. On ne peut pas contenter tout le monde. Arrêtons. Oui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Oui, mais nous sommes un parti politique. Oui, mais, nous avons battu campagne. Oui, mais le parti au pouvoir a vocation à rester longtemps au pouvoir et pourrait penser au PDIS, au PDIS. Tout à fait. Mais par la suite. Tout à fait. Et puis, le second quinquennat n'est pas encore terminé. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais c'est dès le départ, lorsqu'on accepte des partis de l'opposition qui ont navigué à contre-courant, qui, je dirais tout simplement, qui ont battu campagne contre le MPP et sa majorité, que ces gens-là soient appelés, par exemple, à des postes de responsabilité, au détriment donc des partis
qui se sont battus, il y a problème. Oui, mais ils ont fait alliance, avec la majorité. Oui, c'est pas une raison. Ils ont mis leur poids dans la balance. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, Alors, c'est pas une raison solide. D'accord. C'est une des raisons, mais elle n'est pas solide. De notre point de vue. Vous avez eu vent de cette situation au niveau de la majorité. Comment l'UNIR PS en son temps, aujourd'hui UNIR MPS, voit-il... Nos deux situations ne sont pas comparables. Oui, c'est pas comparable. C'est pour ça que je lui pose la question. Ils Comment... sont nantis non, on ne peut pas dire qu'on est nantis. Effectivement, vous allez dire que voilà, nous, on a un poste où ça et là. Mais je dois le dire... Oui, mais vous êtes présent au niveau du gouvernement, vous êtes présent au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes présent... Oui, mais à l'Assemblée, on s'est fait élire. Oui, bien voilà, sûr. nous sommes fait élire. Voilà, donc c'est pour vous dire que pour nous, à l'UNIPS, nous avons dit, nous ne sommes pas venus pour exiger des postes. Et je peux vous le dire que le MPP va vous dire qu'on n'a jamais exigé un poste. Ce qu'on nous propose pour accompagner, nous pensons pour nous que c'est une mission. Nous y allons. Le premier mandat, nous avions 2 ministres. Ils ont jugé bon à ce mandat de nous donner un ministre. Ça ne nous a pas posé un problème. À la transition, nous avions beaucoup de cadres dans l'administration. Au premier mandat, beaucoup ont été retirés de l'administration. Mais ça, nous n'avons pas posé un problème. Pour nous, si on pense qu'à un certain niveau, on peut nous envoyer en mission et que nous puissions apporter des solutions, il n'y a pas de souci. Si on estime qu'on n'a pas besoin de nous à tel ou tel endroit, nous nous respectons. Nous sommes venus à la majorité avec nos propositions. Si on veut de nous, oui, mais nous n'avons rien à exiger. Est-ce que vous comprenez les récriminations de votre partenaire de la majorité présidentielle? Oui, la récrimination pour moi aujourd'hui, disons, la façon de se poser pour moi n'est pas politique, ce n'est pas analysé sur l'angle politique. Si nous l'analysons sur l'angle politique, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un qui était de l'opposition a été positionné. Mais politiquement, qu'est-ce que le parti au pouvoir trouve? Gagner avec tel ou tel partenaire pour résoudre tel ou tel problème au plan national. Si nous analysons sur cet angle, bon, on ne va pas dire que c'est pas parce que moi j'ai accompagné, l'UNIPS a accompagné le chef de l'État au mandat tout de suite, et que d'autres partis sont venus plus nantis que l'UNIR. Ils sont plus positionnés que l'UNIR. Mais nous n'avons pas fait un problème. C'est des questions tactiques et politiques que nous respectons. Si ces personnes-là, appelées, peuvent être une solution pour la nation, on les envoie en mission, ils peuvent apporter des solutions, tant mieux. Ils peuvent apporter des solutions. Donc, du coup, chacun est dans le marigot. Ça veut dire que votre temps viendra sans doute au niveau du pédis, mais en même temps, je pense qu'on n'est pas dans une majorité pour apporter sa tonalité. C'est tout à fait. Et ses propositions. Vous savez qu'un parti politique qui se crée vise donc le pouvoir d'État. En tant que force de proposition, comme on l'a dit, en tant que force de proposition, nous devrions participer. D'ailleurs, on a signé une convention pour aller à la PMP. Tous les partis qui sont membres ont signé une convention. Dans cette convention, il est dit, à l'article 3 de cette convention-là, que nous participons à la mise en œuvre du progrès de société du président. Mais ensuite, nous l'accompagnons justement dans sa gouvernance. Mais comment est-ce qu'on peut l'accompagner si on n'est pas dans l'appareil d'État? Comment est-ce que nous pouvons être comptables au soir donc de ce quinquennat-là si nous n'exerçons pas une fonction publique? Et c'est donc, vous devez être plus fort, et c'est pour être plus fort que vous allez en convention. Comment justement on doit interpréter cette convention que vous venez de signer avec 9 autres partis politiques dans la perspective des prochaines élections municipales? C'est ça. C'est un choix assumé du pédis-Lafia. De toute façon, le débat, bon, on n'a pas assez du temps pour revenir parce que l'UNIR-PS, je ne pense pas que sur ce plateau-là, on soit là pour s'attaquer. Sinon, bon, ce ne serait pas élégant de sa part parce que je pense qu'il nous a même manqué du respect en disant que le pédis-Lafia, bon, ce n'est pas de cette façon-là qu'on devait prendre les choses. Nous pensons plutôt qu'en tant que parti politique, on doit être respecté. C'est très important. Quand vous
battez campagne avec des gens et que le résultat, au bout du compte, vous arrivez avec succès, il faut que ça se ressente au bas de l'échelle. Parce que nous, c'est des hommes que nous avions engagés. C'est des moyens que nous avons Parlons engagés. rapidement, parce qu'on a Pour parler beaucoup de temps. D'accord, pour parler de notre convention que nous avons signée ce matin, c'est dans le cours normal des choses. Un parti politique, il y a ce que l'on appelle le jeu d'alliance. L'union, la fusion, il y a peut-être plein de choses. Nous avions opté pour le regroupement. Progressivement, nous allons arriver à autre chose. Mais en attendant... Une fusion peut-être. Voilà, pourquoi pas. Bien sûr, chemin faisant. Donc, pour l'instant, l'échéance électorale, puisque un parti politique vit des échéances électorales également, il participe à l'animation de la vie politique, il sensibilise, et de ce fait, à l'orée donc des élections municipales qui s'annoncent, nous avions pensé qu'il faille regrouper l'ensemble donc des partis, j'allais dire extra-parlementaires, pour pouvoir être une force pour l'élection. Parce que nous sommes déjà il y a l'appel même de notre mentor qui est donc le chef de l'État, qui nous demandait donc de nous regrouper. Parce que, vous savez, notre pays, il y a plus de 170 partis. Donc, ça ne sert pas. Donc, c'est dans l'objectif de regroupement. Donc, dans l'objectif d'une mutualisation. Pour exactement. Ensuite, c'est dans l'optique donc d'une mutualisation donc des efforts, des moyens matériels, j'allais dire financiers, techniques, stratégiques, que nous avons mutualisé nos efforts à travers la signature de cette convention de regroupement. Ce n'est pas seulement que les 10 partis, il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr. Qui vont venir, en tout cas, à terme, c'est ça notre objectif. Et en signant cette convention également, nous avions l'objectif donc de sédentariser des partis dans leur fief pour faire d'eux, en tout cas, des véritables politiques au niveau donc, de leur base politique. Donc, au finish, l'ensemble donc, de ces partis-là vont donc fusionner à terme. Pour l'instant, en tant que jeune parti, on s'est dit que bon, il vaut mieux que nous mutualisons nos efforts pour ces élections parce que là, nous avions l'expérience donc de l'élection passée où nous avions engagé beaucoup de moyens et malheureusement, nous avions été contrariés. On s'est dit que ça ne sert à rien de rester toujours dans cette façon de faire-là. On a trouvé que l'objectif, en tout cas, on pourra atteindre notre objectif en se regroupant. Il faut se regrouper en effet parce que selon les chiffres du ministère de l'administration territoriale, le Burkina compte près de 200 partis politiques et plus de 160 partis. Formations et regroupements d'indépendants avaient été autorisés à prendre part aux élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Mais au final, 13 candidats étaient en lice pour l'élection du président du Faso, tandis que 10 652 candidats, soit 5 326 titulaires et autant de suppléants, portés par 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants, se sont disputés les 127 sièges de députés à pourvoir. Convention pour le P10 LAFIA, sans doute qu'on va vers une fusion, mais déjà fusion pour l'UNIR PS et le MPS qui, avec plusieurs partis et organisations de la société civile, forment donc désormais l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste UNIR PS. C'est une vieille idée qui vient enfin de se concrétiser, M. Tchombiano. Merci bien, Serge. Vous me permettrez d'abord de revenir m'excuser. Non, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je sais bien, parce que mon intention n'était pas de vexer le grand frère. Mais le sentiment d'ingratitude est normal, mais je dirais simplement que dans l'analyse politique, il n'y a pas de premier venu ni de dernier venu, tout simplement ce que j'ai voulu dire. Pour revenir à notre fusion, effectivement, vous savez que l'UNIR MS à sa création, jusqu'à UNIPS pour aujourd'hui venir à cette fusion, a toujours travaillé pour l'unité. Et nous avons beaucoup œuvré pour l'unité des sankaristes. Et en 2009, c'est cette unité qui a amené que nous passions de UNIMS à UNIPS. Et effectivement, nous avons vu le fruit de cette union, cette fusion
Parce que cette fusion nous a permis quand même de passer de 3 à pratiquement 5 députés. Donc, ce qui est très bien. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cessé d'aller vers les autres. Et d'où la convention de 2015 de Sankaris qui s'est avortée. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous avons travaillé. Aujourd'hui, au-delà de la famille Sankaris, nous avons dit tous progressistes qui veut nous donner la main, qui veut qu'on se donne la main, nous devons nous donner la main pour faire un parti qui peut vraiment faire être une force de proposition pour ce peuple-là qui est encore en attente de ses aspirations réelles. Aspirations exprimées les 30 et 31 octobre 2014. Donc, c'est ce qui a motivé qu'au sommet de nos partis, la fusion a commencé entre l'UNIR PS et le MPS. Le mouvement patriotique du salut. Le mouvement patriotique du salut. Effectivement. Donc, que l'UNIR PS a un peu phagocyté, on dirait. Non, pas de phagocyté. Non, nous avons fédéré nos forces pour devenir un seul parti. Donc, ces deux partis ont formé un socle. Et c'est sur la base de ce socle que le 4 août 2021, nous avons lancé un appel à toutes les forces progressistes. Et cet appel a été entendu par 3 autres partis politiques et 2 organisations de la société civile, ce qui nous a permis, il y a 2 jours, de voir le congrès de fusion les 30, 31 et 1er novembre. Vous avez foi en la longévité de ce mariage, notamment entre entre la défunte UNIR PS et le défunt MPS? Vous savez, ce n'est ni un mariage forcé, ni un mariage précoce, mais c'est un mariage bien réfléchi et bien préparé. Nous n'avons pas de doute quant au succès de ce mariage. Alors, M. Tchomberon n'a pas de doute quant au succès de ce mariage parce qu'il n'est pas forcé. Mais comment vous voyez cette fusion au niveau des forces progressistes, puisque vous-même, vous êtes dans une dynamique de fusion. Donc, il faut petit à petit aller vers ces ensembles plus cohérents, plus nombreux pour le Burkina? Oui, tout à fait. Il faut en tout cas que les différentes formations politiques et les partis puissent se regrouper, surtout ceux de la même obédience qui ont le même objectif et la même vision. C'est donc dans ce sens que nous avions choisi par exemple le regroupement, parce que pour l'instant, nos 2 cas ne sont pas pareils. Eux, ils sont déjà au gouvernement, ils sont déjà vieux. En tout cas, pour l'UNIR-PS, quand même, bon, ça fait... 21 ans de combat, voilà, c'est ça? Exactement. Donc, on ne peut pas tout de suite se comparer à l'UNIR-PS et l'UNIR-MPS. Voilà. Donc, eux, ils ont fusionné. Il y a l'attrait dans cette fusion-là. Mais pour nous, c'était difficile tout de suite d'aller à la fusion. Mais c'est crescendo que nous allons avancer. Aujourd'hui, déjà, nous sommes déjà 10. Demain... puisque nous accueillons à bras ouverts tous les partis, en tout cas progressistes, tous les partis de la social-démocratie, tous les partis, en tout cas, qui vont se sentir dans cette convention-là, ils sont la bienvenue. L'objectif pour nous est, en tout cas, de pouvoir influencer l'élection municipale qui arrive, parce que c'est à la base qu'on construit politiquement un parti et non au sommet. Oui, mais tous ces partis sont de la mouvance, sont de la majorité présidentielle. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas... À terme même, l'opposition... Est-ce que finalement, on ne s'achemine pas vers cette... On n'amplifie pas cette sorte de Toug-Guili qu'on avait vu par le passé? Non, je ne dirais pas ça. On respecte ceux qui sont en face. Dans tous les cas, c'est la démocratie qui gagne. C'est pour ça que je disais ce matin, lors de notre point de presse, que nous ne sommes plus à l'heure donc du parti unitaire. Aujourd'hui, la démocratie, j'allais dire, avance très bien dans la mesure où vous avez tout de suite souligné que nous avions près de 200 partis. Oui. C'est vrai que ça ne sert à rien de faire un émiettement du territoire. Il vaut mieux plutôt se reconcentrer pour pouvoir avoir des coups de frange. Même pour l'exercice du pouvoir en question. Si nous arrivions, vous voyez par exemple au niveau de notre regroupement, nous avons des anciens ministres, des anciens membres du gouvernement, nous avons des honorables, nous avons des ambassadeurs. Déjà,
Le pédislavien en lui-même était déjà une force. Nous avions toutes les expertises. Aujourd'hui, déjà, nous avions des compétences nouvelles qui viennent s'ajouter, y compris les structures et autres. Donc, c'est toujours une force. L'union fait toujours la force. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit donc de fédérer des forces pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner des coups de franche, en tout cas à notre majorité, parce que nous ne sommes pas de l'opposition. Alors, fédérer des forces, c'est ce que font les forces progressistes sous la bannière du sankarisme. Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, être sankariste? Qu'est-ce que ça signifie 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara? Être sankariste, pour nous, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de fabriquer la roue, il faut l'adapter. Un homme, un génie entre guillemets, a montré la voie du développement. Et au Burkina Faso, et à l'Afrique tout entière. En commun, par un développement, vraiment par une voie endogène, nous pouvons construire nos nations. Nous pouvons être plus indépendants vis-à-vis de l'Occident. Comment nous pouvons combattre l'impérialisme dont nous continuons aujourd'hui à décrier face au terrorisme. Et aujourd'hui aussi, le sankarisme pour nous, ce sont des valeurs d'intégrité, des valeurs de courage, des valeurs de travail. De quelles valeurs nous avons encore besoin en ce jour face au terrorisme? Pour nous, c'est tout ça, le sankarisme. Le sankarisme, c'est être nous-mêmes. Alors, est-ce que votre livre, petit livret rouge, ou votre livre vert, si qu'on soit de Mao, comme Kadhafi ou chez Kadhafi, est-ce que votre livret, oui, c'est la DOP, le discours d'orientation du 2 octobre 1983, je crois? Oui, mais il faut le dire. Le DOP n'est pas démodé. Voilà. Mais le DOP doit se contextualiser. Voilà. La démarche d'application de 1984 peut pas être la même démarche d'application en 2021. Mais dans le fond, les plaies que le DOP a touchées, les solutions que le DOP a données sont toujours valables à nos jours. Et donc, nous pouvons dire quelque part que c'est une voie tracée pour le développement. Est-ce qu'il y a encore des forces politiques qui tapent à la porte du nouveau parti, de fait? Il faut dire qu'il y a des échanges qu'on n'avait pas épuisés, qu'on va continuer. Et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de forces sankaristes? Il y a beaucoup de partis qui se réclament de Sankara, oui, mais qui ne sont pas dans cette... Oui, mais vous voyez dans la fusion, comme je l'ai dit, que ce n'est pas ni un mariage forcé ni précoce. Donc on parle avec ceux qui sont prêts. Donc ceux qui veulent encore réfléchir, ou bien ceux qui veulent encore tenir des instants dans leur parti, parce qu'il y en a aussi qui n'avaient plus le temps de tenir des instants dans leur parti, avoir les accords pour venir. On peut toujours se retrouver. À notre congrès, nous avons pris une motion pour encore appeler ces forces progressistes pour dire nous sommes allés en fusion, mais nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés. Alors vous, le sankarisme, ça vous parle? Mais bien sûr, tout Burkinabé, tout Africain reconnaît en Sankara comme un modèle naturellement qu'il faut adopter. Donc bien entendu, nous avions de la considération et nous nous inclinons sur sa mémoire. Mais notre parti est de la social-démocratie, c'est l'option que nous avions faite et c'est une option assumée. C'est une option assumée, la social-démocratie. Quand la social-démocratie donne la main au sankarisme ou vice-versa, ça peut produire des effets de regroupement intéressants. Malheureusement, le temps qu'ils mettent un parti pour ce numéro... De gauche. Tout à fait. On est toujours dans le même... voilà. Vous êtes toujours dans le même moule. Voilà, parce que la social-démocratie est de la gauche. Alors une fusion entre l'UNIR, MPS et le P10, la FIA, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas un mariage incestueux. Ça ne serait pas un mariage incestueux. Vous y pensez? Si. C'est quelque chose qui peut arriver avec une fois que vous aurez fusionné de votre côté? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous sommes en politique, tout peut arriver. Nous sommes en politique, tout peut arriver, et c'est des responsables politiques qui le disent et qui l'affirment, la main sur le cœur. Alors, attendons de voir ce qui va arriver, mais l'avenir est sans doute aussi dans ces regroupements. Maintenant, il reste à assumer ces regroupements et à les faire progresser. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 145,
qui recevait pour vous Camille Firmin Kombari. Il est président du Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, PEDIS Lafia. Merci pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Bouraïma Thiombiano, secrétaire général de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, UNIR MPS. Merci pour vos éclairages. Merci bien. La réalisation de ce numéro porte la griffe de Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie pour son indicible disponibilité. Merci aussi à toute l'équipe technique du jour pour son dévouement ô combien constant. Mes fraternelles salutations à tous ceux qui nous suivent, quel que soit où vous soyez, et pour ceux qui nous suivent de toutes les capitales du Burkina. Mes fraternelles salutations, mais aussi mes amitiés à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et vos encouragements permanents. Mais surtout, prenons soin les uns des autres et prenons aussi date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.